Voilà, donc Notre corps nous-mêmes, c'est un livre qui a été publié dans les années 70 aux États-Unis d'abord par le collectif de Boston, Our Bodies Ourselves, et qui a été adapté, édité en France en 1977. Donc l'idée de cet ouvrage, c'était pour les femmes de se réapproprier le savoir sur leur corps. Donc il est rédigé sous forme d'atelier avec des paroles de femmes sur différents sujets. Il n'a pas été réédité en France, alors qu'aux États-Unis, il y a eu plusieurs rééditions, dont la dernière en 2011. Et donc, un collectif s'est formé pour le réadapter. Nous avons réalisé une campagne de crowdfunding. Donc, merci tout le monde qui nous permettra d'éditer cet ouvrage. Et on organise des ateliers pour recueillir la parole des personnes. Donc, il y a plusieurs thématiques, grossesse, accouchement, mais aussi les règles, mais aussi le harcèlement de rue, défendre son corps. Donc, chaque atelier a des thématiques différentes. Les ateliers sont parfois en mixité, parfois en non-mixité. Par exemple, pour les personnes trans, pour les lesbiennes, pour les personnes racisées, on va faire des ateliers différents. Et on espère que cet ouvrage reflètera la diversité des expériences contemporaines. Donc ce soir, c'est l'association Notre Corps Nous-mêmes qui propose un autre format, donc pas un format atelier, un format table ronde, puis échanger avec la salle. Pareil, vous pouvez inscrire vos mails pour les personnes qui souhaiteraient être informées des ateliers et y participer. Et pour le format de ce soir, donc il est 19h. Ce qu'on prévoit, c'est 45 minutes de table ronde avec les intervenantes, des questions sur les violences obstétricales. On va poser le cadre et rappeler de quoi est-ce qu'on parle. Puis ensuite, le focus de ce soir, c'est vraiment écouter. Comment écouter la parole des personnes qui ont vécu des violences et comment les accompagner, quelles solutions existent déjà et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Et donc ensuite, l'autre moitié du temps, 45 minutes, pour échanger avec vous, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que chacune et chacun puisse poser ses questions, partager ses expériences. Donc on prévoit de finir vers 20h30, ce qui nous laisse une demi-heure d'échange informel autour d'un pot. Voilà. Et je vois que Mélanie a essayé de m'appeler. Du coup, si l'une de vous deux veut commencer par se présenter. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie d'être parmi vous ce soir, ravie d'être invitée. Alors, moi, je m'appelle Sonia Biche. Je suis membre du collectif Tous contre les violences obstétricales et gynécologiques. Je fais partie de ce collectif depuis que j'ai vécu des violences obstétricales moi-même pendant mon accouchement. Voilà, c'était il y a 2 ans et demi. J'ai à cœur de faire connaître ces violences au grand public parce que moi-même, j'aurais aimé savoir que ça existait, savoir être mieux informée pour pas être en totale lâcher prise pendant mon accouchement. Parce que j'avais toute confiance dans la médecine, toute confiance dans le médical. Et donc, du coup, j'avais choisi une clinique privée qui avait pignon sur rue, qui paraissait très bien. Et malheureusement, ça n'a pas empêché que je sois violentée donc, par l'équipe médicale. Ça n'avait rien à voir avec mon accouchement. Ça n'avait rien à voir avec le fait que mon accouchement était pathologique ou que mon bébé était en souffrance fétale. Bonjour. Donc voilà, ça n'avait rien à voir avec une urgence où il fallait agir vite pour sauver mon bébé, pas du tout. Donc je suis sortie de mon accouchement avec un stress post-traumatique. Voilà, qui a la même intensité que les victimes de guerre, de viols, d'attentats. Donc, c'est dire comme voilà, il avait de l'intensité et comme ça a gâché ma vie. Voilà, donc petit à petit, je vais mieux, mais ça fait quand même 2 ans et demi. Donc voilà, ça n'a pas été évident. Et pour revenir rapidement sur mon accouchement, donc j'avais choisi une clinique privée qui me paraissait très très bien. J'avais totale confiance dans les médecins, surtout que dans ma famille, j'ai ma meilleure amie qui est médecin, ma sœur. Donc, je pensais que tous les médecins étaient à même je pensais être dans de bonnes mains. Je me rappelle que avant d'aller à la maternité, j'avais rendez-vous avec ma sage-femme et qu'en fait, elle m'avait dit que j'étais déjà au travail, je m'en étais pas rendu compte, j'étais déjà dilatée à 2 et je sentais pas tellement les contractions. Et elle m'avait dit que j'avais une forte résistance à la douleur et que du coup, il fallait pas tarder pour aller à l'hôpital, en fait, que j'allais accoucher dans pas longtemps.
Donc voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai attendu que les contractions soient un peu plus fortes, et puis j'y suis allée. Dilatée à 3, j'ai eu la péridurale, parce que c'est ce que j'avais demandé. Et après, donc, il y a eu un temps d'attente, allongée sur une table, en attendant que le travail se fasse. Et ce qui s'est passé, c'est que ma péridurale n'a pas fonctionné. Donc l'équipe médicale s'en est rendue compte, mais n'a pas corrigé le tir. Et donc ils ont appelé le gynécologue est venu, il a utilisé les forceps. En fait, il n'a pas eu un mot pendant mon accouchement, il ne m'a pas expliqué pourquoi il faisait les forceps, il ne m'a pas demandé pour l'épisiotomie. Je veux dire, j'ai eu aucun mot de sa part pendant tout l'accouchement. Et donc il a utilisé les forceps à vif, donc ça a été une douleur que je ne pourrais pas décrire là, tellement c'était abominable. Donc là, j'ai failli mourir clairement au moment de mon accouchement. Et donc, quand ça s'est fini, donc j'ai eu mon bébé sur moi. Donc j'ai cru que ça allait s'arrêter, les douleurs. Malheureusement, il m'a recousu le périnée et les déchirures à vif. Malgré mes plaintes, malgré le fait que j'essaye de savoir combien de temps ça allait durer, pourquoi c'était aussi douloureux encore, il ne m'a pas fait d'anesthésie locale. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai ressenti ça comme qu'on ne m'épargnait pas. En fait, je ne comprenais pas pourquoi, comme j'avais déjà failli mourir pendant mon accouchement, pourquoi on ne m'épargnait pas alors que l'anesthésie locale, ça existe et que je me suis plaint et je n'ai vraiment pas compris pourquoi. Et j'ai échangé avec lui après l'accouchement. Et c'est vrai qu'il m'a renvoyé ce que tout le monde renvoie quand on se plaint de violence obstétricale, et qui est du coup très dur, comment dirais-je, pour parler de ces violences, c'est très dur. On nous renvoie souvent, votre bébé va bien, sous-entendu de quoi vous vous plaignez. Donc ça, c'est ce qui m'a renvoyé quelques jours après mon accouchement, suite de couche. Et donc c'est difficile parce qu'en moi, je me dis, mais dans quel autre domaine, en fait, on peut se plaindre sans être mort, en fait. Je pense que clairement, c'est sûr qu'on a le droit de se plaindre de son accouchement, et surtout que pour moi, ça n'a vraiment rien à voir avec mon accouchement. C'est des violences que j'ai subies à part, en fait, dues vraiment à l'équipe médicale. Voilà. Et après, après cet échange, donc c'est vrai qu'il m'a rien expliqué du tout de mon accouchement. Il m'a juste dit d'aller voir un psy. Donc voilà, j'ai rien eu de plus de sa part. Et donc du coup, j'ai eu un stress post-traumatique après. Donc c'est beaucoup c'est des insomnies, c'est des images récurrentes du traumatisme dans la tête, des crises de larmes, de panique. Ça gâche complètement une vie. Ça gâche aussi sa vie de couple parce que comme on est complètement mort-vivant, en fait, on n'a pas du tout d'énergie pour être avec son enfant. On est vraiment dans un état second vraiment compliqué. Et la relation avec le partenaire aussi est compliquée parce que lui aussi il subit les violences. Donc, du coup, il ressent une impuissance pendant l'accouchement à faire, comment dirais-je, à ce que sa partenaire ne vive pas ces violences, lui épargner ça. Il se sent complètement impuissant. Et donc, du coup, après, il en vient un traumatisme aussi parce que dans le couple, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'on sent que son partenaire, il n'a pas été là pour nous. Alors qu'en fait, lui, il était impuissant aussi, quoi. Lui aussi, il faisait confiance au médical et lui aussi, il ne comprend pas comment des gens peuvent agir ainsi, en fait. Donc, du coup, voilà, ça engendre... C'est pour ça que, pour moi, je pense que vraiment, les violences obstétricales, il faut que ce soit... comment dirais-je, les femmes en sont victimes, mais aussi les hommes. Il faut qu'on est toutes et tous concernés par ces violences. Parce que les partenaires, c'est pareil, ils peuvent souffrir de stress post-traumatique et ça gâche des vies, ça gâche des familles, ça gâche des liens avec des enfants. C'est très, très important de se sentir tous solidaires par rapport à ça. Et après, au niveau des violences obstétricales, il y a ces violences-là et puis il y a des violences... j'aime pas petite violence, pas du tout, mais il y a des femmes du coup qui vont pas du tout parler parce que pour elles ça va être anodin et au final ça va quand même gâcher cette naissance, même si elles vont pas porter plainte pour ça, elles vont même pas en parler à leur amie parce que quand on accouche on se doit d'être heureuse et avec son bébé et d'ailleurs de quoi on se plaint parce qu'on est en vie. Donc c'est sûr que pour des choses qui paraissent plus petites entre guillemets, il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas et des amies à moi qui m'en ont parlé du coup comme elles ont connu mon histoire et qui m'avaient dit mon accouchement génial et au final qui m'ont dit en fait faut que je te dise et voilà, c'est plein de petites choses que vivent beaucoup de gens et du coup je pense que c'est important d'en parler même si c'est une parole qui est très difficile à trouver. Et c'est pour ça que tu as le collectif. Voilà. Tous contre les violences obstétricales et gynécologiques. Voilà, pour faire des actions, sensibiliser le grand public à ces violences. Qui c'est que... Je sais pas. Vas-y.
Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Est-ce que on m'entend? Comme je n'entends pas du tout le... Oui. Alors je m'appelle Tessia Gadou, je suis avocate au barreau de Paris. Et ce qui m'amène ici, ce n'est au départ pas du tout mon métier, puisque je faisais du droit des contrats, du droit de la famille, je faisais des choses, voilà, je travaillais sur des grosses escroqueries immobilières. Enfin bon, j'étais pas du tout dans ce domaine-là, en tout cas pas mon métier, mais comme beaucoup de gens, j'ai d'autres centres d'intérêt et notamment j'avais une espèce de curiosité et on va dire une passion pour tout ce qui est tourné autour de l'accouchement, de la grossesse, ce qui m'a amené à faire une formation qui est proposé par l'Institut Doula de France. Le doula, je ne sais pas si vous connaissez le métier de doula, c'est un métier d'accompagnement justement des couples et des parents pendant la grossesse, l'accouchement, les premiers pas de la parentalité. Et en fait, c'est à cette occasion-là, au moment même où moi je m'intéressais à autre chose, que le droit m'a rattrapée, puisque j'écoutais des récits. Pendant un an, j'ai écouté des dizaines et des dizaines de récits d'accouchement et qui me choquaient les uns plus que les autres et qui choquaient en fait en réalité la juriste qui était en moi, puisque je voyais à chaque fois cette absence totale d'information des femmes sur les actes qu'on avait pratiqués sur elles et l'absence totale de recueil du consentement. Donc en réalité, j'ai voulu un peu m'écarter du droit et j'ai été rattrapée par cet autre intérêt, voilà, par cet autre centre d'intérêt. Si bien que j'ai fait un travail sur les violences obstétricales dans ce cadre-là et que quand j'ai terminé tout ça, il était évident que j'allais pas en rester là et que j'avais envie d'informer les femmes et le public en général sur leurs droits au moment de l'accouchement. J'ai rencontré la Fondation des femmes, donc une fondation qui est née en mars 2016 et qui est la première fondation de recueil de dons pour soutenir toutes les associations qui militent qui luttent contre la violence faite aux femmes et qui luttent pour l'égalité femmes-hommes, et qui avait elle aussi le projet de faire quelque chose sur le droit des femmes pendant l'accouchement. Et donc comme notre premier constat, c'était vraiment cette espèce de point commun entre la quasi-totalité de ces récits de violence à l'occasion de l'accouchement, c'était le défaut d'information et le défaut du respect du consentement de la patiente, on a décidé de faire un guide très simple, vraiment à visée juste d'information générale, pour rappeler qu'une femme enceinte qui va accoucher, qui va qui décide de recourir à l'IVG, qui va subir une IMG, peu importe, elle a les mêmes droits que toute patient, et donc le droit, en explicitant clairement ce que c'est que le droit de l'information, donc le droit de consentir et donc le droit de refuser. Comment aussi concrètement, parce qu'évidemment, on est profane face à des médecins, donc on a également aussi abordé la question de comment se renseigner sur les pratiques, de manière à mieux justement choisir l'endroit où on va accoucher, ce qu'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite pas. Et puis évidemment, un dernier volet qui est sur l'après-accouchement, ou l'après-IVG, IMG, etc. Comment mettre en cause, le cas échéant, la responsabilité des médecins, même si, et bien sûr en amont, toutes les voies qui essayent d'aboutir à une voie amiable, à une issue amiable, c'est-à-dire la médiation, etc., etc. Voilà pour me présenter en très peu de temps. Voilà. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Mélanie Deschalotte. Je suis journaliste et documentariste à France Culture. Et en fait j'ai fait ce livre-là. Voilà. Alors pour vous expliquer comment je me suis intéressée à ce sujet. En fait moi c'est parti d'un constat personnel. J'avais l'impression que dans mon entourage on avait toutes des histoires en gynécologie. Pas forcément dans les accouchements, mais dans les consultations, tout ce qui nous donne l'occasion de croiser un gynéco. Donc là, on devait être en 2014, et puis je crois que c'est début 2015, il y a un tweet qui est sorti qui s'appelle « Paye ton utérus », qui a eu beaucoup de retentissement. En fait, les femmes ont raconté par les Twitter plein de mésaventures qu'elles avaient eues en gynécologie. Et c'est à partir de ce moment-là, il y a eu d'autres faits aussi, j'ai été témoin d'un examen en gynécologie où j'ai trouvé que le médecin avait été particulièrement brutal
Et ce qui m'a un peu... Enfin, j'ai eu vraiment le sentiment que il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la façon dont on prenait en charge les femmes et dont on appréhendait leur douleur, leurs paroles, en fait. Et c'est en discutant avec la personne avec qui je travaillais, un réalisateur avec qui je faisais des documentaires, qui, lui, ne voyait pas... Enfin, je lui ai parlé de ce problème de gynécologie, où j'avais l'impression que quand même, on avait toutes quelques petites histoires à raconter, comme ça qu'on se racontait entre nous. Et lui, ça lui parlait pas du tout. Il m'a expliqué que lui, il voyait pas. Sa copine, elle avait pas de problème chez le gynéco. Voilà, donc soit les femmes étaient trop pudiques, soit elles étaient... c'était par des féministes excitées, voilà. Donc du coup, ça m'a pas plu. Donc j'ai proposé un projet, une enquête en fait qui sur les maltraitances en gynécologie. Donc c'était recueillir des témoignages et puis aller voir les représentants du monde médical ça pouvait être des gynécologues, ça pouvait être des médecins qui avaient une réflexion sur la façon dont on prenait en charge la santé sexuelle des femmes. Et puis donc j'ai proposé ce projet à France Culture. Alors à l'époque c'était une émission qui s'appelait Sur les Docs, qui n'existe plus maintenant. Et évidemment puis donc le projet a été tout de suite accepté. Et donc j'ai proposé à mon collègue de faire cette enquête ensemble du coup. Et donc on a fait cette enquête. Donc j'ai recueilli des témoignages, j'ai été voir des gynécologues, des médecins, des experts. Et puis le documentaire est sorti, je crois, la première fois en septembre 2015. Et en fait, c'est un documentaire qui a eu beaucoup de retentissement. À l'époque, sur le site de France Culture, on pouvait laisser des témoignages, des commentaires. Les auditeurs pouvaient s'exprimer sur ce qu'ils entendaient. Donc c'était bien parce qu'on savait un petit peu comment était perçu notre travail, quoi. Et en fait, là, il y a eu un afflux jusqu'alors jamais vu de commentaires, de récits, des auditrices surtout qui écrivaient sous couvert d'anonymat, qui voulaient à leur tour raconter leurs mésaventures, plus ou moins graves. Alors que ce soit dans des consultations, dans des interventions parfois chirurgicales ou lors des accouchements, qui voulaient à leur tour témoigner de ces problèmes dans leur expérience en gynécologie. Et ça a été pareil sur Facebook. Il y a eu, je crois que sur le site internet et sur Facebook, il y a eu plus de 300 comme ça commentaires, récits qui sont arrivés. Et puis aussi la parole des médecins avait beaucoup choqué les représentants de la gynécologie qui s'étaient exprimés. Du coup, avait beaucoup choqué les auditeurs, enfin plus particulièrement les auditrices. Et donc à la suite de ce documentaire, en fait, il a été tellement podcasté la nuit, le soir où il était diffusé, que le site France Culture a bugué. Enfin, il s'est cassé, quoi. Et donc du coup, voilà, c'est à la suite de ce documentaire que j'étais en contact avec une maison d'édition qui m'a proposé de faire un livre qui, au début, ils envisageaient plutôt un recueil de témoignages. Sauf que moi, je pensais, en ayant fait le documentaire qui faisait 55 minutes, qu'en fait, il y avait le problème était bien plus grave, bien plus étendu que ce que j'avais pu évoquer dans un documentaire de 55 minutes. Et donc, à mon avis, on ne pouvait pas faire ce sujet en livre on ne pouvait pas faire l'économie d'une enquête. Donc, du coup, je me suis lancée dans une grande enquête en gynécologie et en obstétrique sur ces violences que subissent les femmes. Donc, j'ai recueilli des témoignages. D'abord, je suis partie de cette base-là. Donc, le livre il est en 3 parties. Il y a une partie sur la gynécologie. Ça peut être les consultations, les IVG, la contraception, tout ce qu'on peut avoir en gynécologie médicale. Et puis une partie qui est sur l'accouchement, où donc là c'est pareil, il y a des témoignages. Et en fait, chaque histoire, donc j'ai rencontré des gens, des femmes, parfois des couples, qui m'ont raconté leur expérience, m'ont raconté leur histoire. Et c'est à partir de ces histoires donc que j'ai travaillé. Alors parfois ces gens-là avaient leurs dossiers médicaux. Par exemple, dans les accouchements, certaines femmes avaient leur dossier médical parce qu'elles avaient déjà conscience qu'elles avaient vécu quelque chose de très violent qui n'avait rien à voir avec l'accouchement en lui-même. Et certains étaient dans des procédures de réparation, donc dans des procédures judiciaires. Et quand ils n'avaient pas le dossier médical, il est arrivé pour quelques personnes qu'on le demande. Et donc voilà, et donc j'ai
j'ai rencontré ces gens-là et on a retracé ensemble, on a essayé de comprendre ensemble ce qui s'était passé, où étaient les violences. Donc à chaque fois, c'était un travail avec le dossier médical pour essayer de voir ce que le corps médical avait écrit, comment décrypter ces partogrammes, qu'est-ce qu'il en ressortait entre les témoignages et les documents. Et puis voilà, et puis pour certains, un travail autour aussi de leur procédure judiciaire. Et donc voilà, j'ai écrit ces histoires en travaillant à chaque fois. Finalement, c'était pas trop compliqué parce que toutes les recommandations de bonnes pratiques en gynécologie, en obstétrique, elles sont sur Internet en fait. Enfin, c'est pas compliqué, faut se les coltiner, mais c'est pas. Faut lire beaucoup de littérature médicale, mais on voit assez rapidement face à tel phénomène ce qu'il faut faire ou pas faire. Et donc, voilà, donc j'ai fait ces histoires. Et la troisième partie, c'est donc une partie où j'essaye de comprendre les causes de ces violences et de les analyser, et où je reviens aussi sur les conséquences envers les femmes qui les ont subies. Voilà, en gros. Alors, mon diaporama était censé défiler. Bon, bien sûr, ça ne fonctionne pas, mais je ferai des allers-retours, je le passerai manuellement. Merci pour vos présentations. Je voulais revenir un peu sur le contexte français et international et la terminologie violence obstétricale, naissance humanisée, maltraitance gynécologique, pour un peu revenir sur cette base-là. J'ai amené un peu de littérature pour contextualiser. Effectivement, donc, l'émission de Mélanie Deschalottes en 2015 a vraiment impulsé un mouvement de prise de conscience des violences obstétricales en France, avec donc juste avant le hashtag Paye ton utérus, quelques mois plus tard le scandale des touchés vaginaux sur patientes endormies à l'hôpital universitaire de Lyon, et donc ça a créé on va dire, ça a venu sur le débat public. Depuis plusieurs années, des associations comme le CIAN, comme j'ai une slide avec des liens, et je le partagerai sur l'événement Facebook, comme donc voilà, le CIAN, collectif interassociatif sur la naissance, ou d'autres, le groupe Facebook Stop à l'impunité des violences obstétricales, recueillait des témoignages et portait ce message-là. Mais c'est arrivé au grand public par les réseaux sociaux, par des émissions de radio. Donc pour moi, ça a été ce moment-là en France. Le mot violence obstétricale vient pourtant d'Amérique latine. Donc moi, je m'appelle Mouniel Kotni, je suis chercheuse en anthropologie de la santé, et je travaille au Mexique et au Guatemala. Et donc, depuis 2007, en Amérique latine, les militantes féministes ont apporté ce terme-là. Et le Venezuela était le premier à légiférer sur le sujet. Donc, il y a une loi sur les violences obstétricales, puis l'Argentine et le Mexique dans plusieurs États. C'est un État fédéral, dont l'État dans lequel je travaille, le Chiapas, où en 2011, il y a eu une loi qui fait partie des lois contre les violences faites aux femmes, avec spécifiquement en disant les violences obstétricales, donc toute forme, donc pour donner une définition de maltraitance, que ce soit physique, verbale, psychologique, des femmes pendant leur processus reproductif, accouchement, grossesse, mais on y viendra aussi, interruption volontaire de grossesse, fausse couche, enfin toutes ces maltraitances-là, donc dans la loi, sont punies, avec une révision de la loi en 2015 qui dit que c'est puni pénalement. Donc au début, c'était interdit, on va dire, sur le papier, puis puni pénalement, où les personnes qui commettent ces violences peuvent encourir de la prison. On y viendra aussi, la loi ne suffit pas, puisqu'en vrai, il n'y a eu aucun cas. En Argentine, il y a eu un cas de procès avec ce motif-là pour violence obstétricale. Mais bon, voilà, donc depuis 10 ans, il y a quand même ce mouvement international avec des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En 2015, spécifiquement, l'OMS a publié un feuillet sur les violences obstétricales, les maltraitances que vivent les personnes pendant leur accouchement dans le monde entier. En France, il y a eu un deuxième moment cet été. Je vous ai apporté la une de Libération du 16 août 2017, gaffe au con, pour montrer que voilà, il y a eu une une quand même d'un papier national sur les maltraitances gynécologiques et obstétricales, ce qui a fait suite à l'annonce, la commande par Marlène Schiappa au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes d'un rapport sur les violences obstétricales,
où elle citait un chiffre d'une association, donc de son association Maman Travail, de 75% de taux d'épisiotomie, donc sur les femmes qu'elles ont interrogées. Sauf que bon, c'est pas le taux dans toutes les maternités françaises, donc ce sont suivis controverses autour des chiffres, mais qui ont permis de faire ressurgir pour le grand public ce sujet-là, avec même une interview télé sur le sujet. Donc, c'était il y a 6 mois, le rapport du HCE-FH n'est pas encore sorti, donc ça, on reviendra, je pense, on recommencera à en parler. Mais voilà, c'est un sujet qu'on continue de traiter. Et aujourd'hui, ce que je disais en introduction, les 2 thématiques que j'aimerais, que je vous propose d'aborder, c'est donc l'écoute et l'accompagnement de la parole, puisque il y a... notamment Mélanie, dans ton ouvrage, il y a libérer la parole des femmes. Donc, si tu veux bien, on peut commencer par cette question-là. Est-ce que c'est une question de libérer cette parole? De quoi est-ce qu'on la libère? Est-ce que avant, cette parole n'existait pas, ou est-ce qu'on ne l'entendait pas? Donc, voilà, si vous voulez bien réagir sur ça ou sur d'autres choses. Je crois que, moi, de ce que j'ai compris lors de mon enquête, et en revenant un peu sur l'histoire de la gynécologie et de l'obstétrique, c'est que je pense que les violences obstétricales, elles ont toujours existé. Même à l'époque des matrones, où c'était pas les médecins, en fait, hein, elles ont toujours existé. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que quand les chirurgiens barbiers ont inventé les instruments d'extraction, ils ont rajouté à une violence qui est toute patriarcale, puisqu'ils ont interdit l'usage de ces instruments aux sages-femmes, et ils les ont mises sous tutelle. Hein. Donc, en fait, rapidement, ils sont devenus les maîtres de l'accouchement. Il y a cette dimension qui a été rajoutée. Et en fait, je ne me rappelle plus de la question. Sur la libération de la parole, voilà. Sur cette libération de la parole, oui, voilà, elles ont toujours existé. Je pense que, moi, de ce que j'ai compris, c'est que les femmes, avant, en parlaient entre elles. C'était un sujet qui était abordé entre sœurs, entre amies, mais, parfois entre mère et fille, mais ça restait entre elles. Au moment d'Internet, il y a eu... les femmes se sont retrouvées sur des forums, par exemple, sur des listes à thématiques. Ça pouvait être, par exemple, des femmes qui se retrouvaient autour de l'épisiotomie, mais encore une fois, elles étaient entre elles. Et c'était bien, parce que ça a déjà permis à des femmes de se parler en plus grand nombre, d'échanger, et puis d'avoir des conseils. Donc cette fois-ci, la parole était déjà entre une masse un peu plus importante. Et puis je pense que ce qui a changé aussi beaucoup, ce qui a été un autre palier, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, finalement. Quand cette parole est passée, alors dans les médias, bien sûr, mais aussi beaucoup dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ces récits ne sont plus restés entre femmes. Tout le monde y a eu accès. Les hommes aussi. Et donc, ça, je pense que ça a été une étape importante dans la libération de la parole. Et oui, il faut la libérer, parce que c'est une parole taboue. Parce que pour ce qui concerne l'accouchement, comme le disait Sonia, une femme qui n'est pas bien après son accouchement, de toute façon, on lui renverra systématiquement, mais ton bébé va bien, t'es en bonne santé, tourne la page, quoi. Ne fais pas d'histoire pour rien. Ça aurait pu être bien plus dramatique. De quoi tu te plains? Voilà. Donc voilà, je pense que oui, le tabou est maintenu à la fois par le corps médical, mais par la société aussi tout entière. Moi, je sais aussi que c'est vrai que cet été, que le gouvernement se saisisse, demande le rapport sur les violences obstétricales et gynécologiques. C'est vrai que c'est la première fois qu'un gouvernement français se saisissait de ce problème, et c'est vrai que ça a été un souffle d'air, je pense, pour les victimes, de sentir qu'on était un peu considérés, en fait. Et du coup, ça a aidé, je pense, aussi à parler, quoi, à oser dire les choses. On se sentait un petit peu légitime, entre guillemets. Mais c'est sûr que c'est toujours délicat, voilà, de parler de ces violences, que ce soit dans l'entourage ou que ce soit... parce que, on n'est jamais... ce qu'on a vraiment le sentiment, c'est de déranger, en fait. On n'a pas envie tellement de savoir que ces violences existent, parce qu'elles dérangent. Elles sont pas évidentes à entendre, je le comprends, mais du coup, nous, on sent vraiment qu'on dérange, alors que ce qu'on dit, c'est vrai. Et du coup, il y a vraiment... une notion qui est difficile, quoi. On se sent vraiment nié dans ce qu'on a vécu. C'est vraiment une parole qui est dénigrée.
Et je pense parce qu'elle est dure à entendre. D'ailleurs, les gynécos, ils le disent, gynéco-bashing. Et je pense que moi, j'ai des copines qui me disent, bah, moi, tout s'est bien passé. Et c'est vrai que j'ai un peu cette comparaison qui est un peu difficile. Mais je me dis, quand une femme dit qu'elle a été violée, les autres femmes, elles lui disent pas, ah bah non, moi, j'ai pas été violée. Parce que ça dénigre, en fait, ce que dit la personne, en fait. Et pareil, les hommes, ils vont pas lui dire, bah attends, tous les hommes sont pas des violeurs. Et par contre, une victime de violence obstétricale, on va lui dire ah non, moi ma péri elle a bien fonctionné, franchement, non, j'ai tout super. Hein. Et les hommes ils vont dire mais attends, les médecins ils vont dire mais attends, on n'est pas tous mauvais. Donc c'est vrai que c'est bon. C'est vrai qu'en continuant pour la comparaison, il y a 1% des viols qui sont punis, c'est terrible et c'est vrai que dans notre société il y a vraiment une culture du viol et c'est à combattre. Mais quand je fais la comparaison avec les violences obstétricales, je me dis que y a des violences obstétricales et il y a aussi une culture du sexisme qui est très, très fort en médecine et qu'il faut absolument combattre. Et là, on en est vraiment au début, en fait, parce que c'est encore trop tabou. D'un point de vue juridique, libérer la parole des femmes, moi, ça m'évoque... le fait que la parole de la femme qui dit je sais pas, bon, l'accouchement se déroulait de telle manière et qui va reprocher par exemple à un professionnel, un obstétricien de ne pas avoir décidé une césarienne ou de ne pas avoir fait tel ou tel acte, elle va être entendue et elle va avoir une traduction devant les tribunaux. C'est-à-dire qu'il existe des tas de jurisprudence pour qui condamne un médecin de ne pas avoir procédé à tel ou tel acte. En revanche, la femme qui va dire, et c'est le cas beaucoup, enfin en tout cas dans une bonne partie de la thématique de la violence obstétricale, qui va dire j'estime avoir vécu une violence parce qu'il y a eu trop d'actes, des actes non nécessaires. Celle-là, justement, c'est tout le débat et ça va être maintenant le combat à mener. Est-ce qu'elle va être entendue par un tribunal, sur quel fondement, etc. etc. C'est ça que ça m'évoque moi en tant qu'avocate, libérer la parole de la femme. Voilà, en tout cas en droit, la parole qui dit... On est habitué à poursuivre les professionnels de santé parce qu'ils n'en ont pas assez fait. Et là, la question, souvent, elle est est-ce qu'ils n'ont pas trop fait ou mal fait et c'est ça qui me semble intéressant. Je voulais revenir sur ce que tu disais aussi, Sonia. Tu parlais de culture sexiste. Et effectivement, enfin, le corps des femmes ne nous appartient pas. Dans la rue, on se fait harceler. Dans le domicile, il y a de la violence. Donc, en fait, c'est un continuum de violence qui se traduit aussi, malheureusement, dans les hôpitaux, dans les salles d'accouchement. Et je voulais donc prolonger cette réflexion sur le sexisme en parlant d'autres formes d'oppression aussi que les femmes peuvent vivre dans leur quotidien, qui se traduisent dans les salles d'accouchement. Et la difficulté aussi de montrer ce genre de violence, de les discerner et d'en parler. Par exemple, dans l'ouvrage de Mélanie, pour prendre aussi un exemple d'interruption volontaire de grossesse, une femme n'a pas pu ou a dû finalement aller en Espagne pour se faire accompagner, puisque là où elle habitait, aucun professionnel ne voulait pratiquer d'IVG. Donc des barrières très concrètes, que ce soit en termes d'accès aux soins, d'accès aux droits, pour donner cet exemple-là, ou bien des femmes, et ça on n'a pas les statistiques en France, mais aux États-Unis on le voit bien, que les femmes noires meurent plus que les femmes blanches à cause du racisme. C'est-à-dire que si on regarde les taux de catégorie sociale, d'éducation, quels que soient en fait les taux qu'on regarde, les femmes noires meurent plus que les femmes blanches. Les taux de mortalité maternelle. Donc il y a vraiment le sexisme, mais aussi le racisme de classe qui se joue aussi au moment de l'accouchement et qui est difficile encore plus à mesurer. S'il y a d'autres exemples qui vous viennent en tête ou des choses que vous avez pu entendre là-dessus. Par rapport, quand on parlait du sexisme, c'est vrai que ce qui est difficile quand on accouche aussi, par rapport à la position gynécologique, en fait, c'est une position qui est vraiment de soumission, en fait. Et c'est vrai que pendant mon accouchement, en fait, j'ai eu cette image de me dire, mais... comment dirais-je ? Une femme qui est allongée comme ça, les jambes écartées, elle a quand même le droit au respect et elle a quand même des droits.
Et en fait, moi, je me suis retrouvée comme ça et j'avais vraiment le sentiment, enfin, c'est un peu que c'était open bar en fait. Enfin que, bon, déjà, il y a les touchés vaginaux, il y a aucune demande de consentement pour rien. Et du coup, c'est à la fin de mon accouchement, il y a aussi la sage-femme qui a fait s'entraîner une étudiante pour une pose de sonde urinaire qui n'était pas forcément nécessaire comme ma péridurale ne marchait pas. Mais c'est vrai que le fait de même pas être regardée, en fait, d'avoir ces deux personnes qui parlent ensemble, l'une qui dit bah regarde, tu fais comme ça, et il faut que tu fasses comme ci, comme ça, mais sans même qu'il y ait un regard sur soi en disant madame, est-ce que cette étudiante peut s'entraîner, enfin, je sais pas, quelque chose d'humain en fait. Et c'est vrai que bah, ça, dans ces cas-là, on se sent même plus exister en fait. On a l'impression que, voilà, parce que notre corps est là, parce que notre sexe est à l'air, c'est open bar pour tout le monde. Et enfin, je veux dire, c'est pas possible en fait. Faut vraiment, enfin, je pense, faut vraiment retrouver une sorte d'humanité, considérer que, même si les médecins, je pense il y a un côté où ils déshumanisent un peu le corps pour, je pense, pour prendre du recul par rapport à plein de choses difficiles qu'ils voient, enfin, parce qu'ils sont confrontés à la mort, à la maladie, enfin, beaucoup de choses. Donc, je pense qu'ils doivent prendre beaucoup de recul. Mais du coup, à en prendre trop, peut-être qu'ils se blindent. Et du coup, après, bah, ça amène à être inhumain parce qu'on se rend plus compte que la personne qu'on a devant soi, bah, c'est un être humain, en fait. C'est pas juste un corps, c'est pas le corps de la dissection de la première année, en fait. C'est vraiment une personne qui a des émotions et qui est capable de dire ce qu'elle veut. Et il faudrait qu'elle soit entendue, en fait, parce que je trouve que c'est important d'être considérée, de ne pas être vue comme voilà, une personne inerte sur une table sans choix ni droit. D'autant que, en fait, statistiquement, et tu l'évoques aussi dans l'ouvrage, une jeune fille sur 5 a vécu une agression sexuelle. Donc, une femme qui accouche sur 5, potentiellement, a déjà des traumatismes en elle. Donc, ça demande aussi un accompagnement, une prise de conscience sur ce sujet-là. Ce que je peux peut-être rajouter par rapport à ces statistiques, c'est que en fait, ça m'amène à un peu parler des conséquences des violences obstétricales. En fait, quand je faisais cette enquête sur les accouchements, beaucoup de femmes posaient le mot viol sur leur accouchement. Elles le définissaient comme un viol et elles me disaient j'ai été violée, la sage-femme m'a violée, le médecin m'a violée. Et elles souffraient des séquelles d'une agression sexuelle. Alors au début, moi, ça m'a surprise. Mais en fait, j'ai rapidement compris que le problème de cette médecine qui s'attache uniquement à la sexualité des femmes, c'est que beaucoup de gestes impliquent une pénétration sexuelle. Et quand cette pénétration sexuelle, qu'elle soit faite par des ciseaux, un spéculum, des doigts, se fait sous la menace, la contrainte, le chantage, la peur, bah, finalement, elle peut être vécue comme un viol par la femme qui l'a subi. Et donc, elle va entraîner ces séquelles d'agression sexuelle. Donc, alors ça, c'est une des conséquences les plus graves des violences obstétricales. C'est vraiment pour les violences les plus spectaculaires, entre guillemets. Mais ça m'a du coup amené après à réfléchir autour de ces histoires d'agression sexuelle, puisque une femme sur 5 est victime d'agression sexuelle. Et que c'est vrai que quand j'interrogeais les femmes, même après j'ai fait un retour, j'ai rappelé des personnes que j'avais déjà rencontrées pour leur demander, dans celles qui nommaient qui mettaient le mot viol sur leur accouchement, si elles avaient été victimes d'agression sexuelle. Et il se trouve que, en fait, oui, il y avait quand même plus de femmes qui m'ont dit avoir été victimes d'une agression sexuelle auparavant, dans leur vie de jeune fille ou de jeune adulte, enfin avant. Alors, du coup, ça fait que je me suis posé la question, mais est-ce qu'une femme qui a subi des violences sexuelles dans sa vie, est-ce que, en gros, c'est un peu la victime désignée pour des violences obstétricales Du coup, j'ai appelé des psys, j'ai vu avec eux ces histoires parce que ça me posait un peu question. Mais en fait, alors, il se trouve que les femmes qui ont eu des violences sexuelles ont un processus psychique au moment où, quand elles sont de nouveau agressées dans le sens où elles vont se retrouver dans des situations, comme je vous le disais, de pénétration sexuelle avec contrainte, chantage ou je ne sais quoi. Donc elles vont se retrouver dans ces mêmes états de sidération qu'elles ont connus. Et en fait, ce sont des femmes qui vont être moins aptes à réagir et à pouvoir se rebeller, s'opposer. Elles vont être complètement sidérées.
Alors, pour autant, il ne faut pas faire un amalgame en disant « Ah bah oui, elle dit qu'elle a vécu des violences obstétricales, elle dit que son accouchement est un viol, bah, finalement c'est normal, c'est parce qu'elle a été agressée dans sa vie, donc voilà. » Non, il se trouve que la femme qui a subi des violences sexuelles peut avoir plus de difficultés qu'une autre à s'opposer et à réagir. Mais c'est pas, ça fait pas des femmes qui ont été agressées forcément des victimes lors des accouchements, et c'est pas, c'est pas une obligation. Et il n'y a pas que ces femmes-là, en fait, parce que les soignants peuvent avoir tendance à dire oui, bon, bah les violences obstétricales, finalement, ça concerne qu'une femme sur 5, même si c'est énorme, mais ça concerne une femme sur 5, celles qui ont été victimes de violences. En fait, non, c'est pas aussi simple. Et ça, les psys me l'ont expliqué aussi. C'est-à-dire que dans ces phénomènes de pénétration sexuelle, tout médical, aussi médical soit-elle, les femmes, finalement, vont être sidérées, même si elles n'ont pas subi des agressions auparavant. Et puis après, il se trouve que même dans ces femmes qui n'ont pas été agressées, qui ne vont pas être sidérées, par exemple, j'ai des témoignages d'ailleurs assez intéressants où on voit que la femme s'est rebellée, s'est débattue, même parfois le conjoint est intervenu auprès de l'équipe, et le conjoint souvent est mis à la porte, hein, on le sort de la salle de naissance, et ces femmes-là, elles n'ont pas pu se défendre pour autant, elles vont quand même avoir ces violences-là. Donc en fait, bon, tout ça c'est très complexe, mais il ne faut pas faire forcément l'amalgame entre violence sexuelle auparavant, donc oui, évidemment, elle ressent son accouchement comme un viol. C'est un peu trop facile. Après, ce que ça dit, et ce qui est important, c'est que je pense que ça doit attirer l'attention du corps médical, sage-femme, gynécologue, sur peut-être l'enquête qu'ils ont à faire avant d'examiner une femme, que ce soit au moment de son accouchement ou même dans une simple consultation gynéco. C'est-à-dire que je pense qu'il est bon d'avoir des entretiens assez poussés avec les femmes pour essayer de comprendre que peut-être l'examen médical qui implique la pénétration sexuelle va peut-être pas être possible et que c'est pas grave et qu'il faut respecter ça. Voilà. C'est, je pense, l'élément sur lequel les soignants doivent aujourd'hui réfléchir. Peut-être qu'il faut ce dépistage le faire systématiquement. Voilà, ce que tous les soignants ne font pas. C'est vrai que ça me fait penser juste quand vous parlez du coup que voilà, on peut avoir des problèmes dans son passé. Ça me fait penser aussi à quelque chose qui participe du coup à faire que la parole elle est difficile et que on est énormément dénigré quand on parle de violence obstétricale ou quand on parle d'avoir mal vécu son accouchement, enfin qu'il y a eu un problème, parce que souvent les gens du coup renvoient la femme à son passé. Enfin, forcément, si elle a mal vécu son accouchement, c'est forcément qu'elle a eu des problèmes dans son passé avec sa mère ou avec je ne sais pas quoi d'autre. Alors qu'en fait, je considère que oui. Alors, il y a des femmes on a tous une vie, donc on a tous un passé, on a tous une histoire. Quand on accouche, en général, on ne revient pas de net. Enfin, je veux dire, on a une histoire. Donc, du coup, forcément, on a vécu des choses. Mais je pense que d'être agressé à l'instant A et à l'instant B, enfin, je veux dire, c'est pas, on n'est pas agressé à l'instant B parce qu'il y a eu le A. Enfin, je veux dire, il y a toujours une première fois et là, on n'a rien à voir avec l'autre, en fait. Et moi, en l'occurrence, ce que je me dis, c'est que peut-être les personnes qui ont vécu des violences avant, qui ont été violées avant, elles peuvent mettre le mot viol sur les violences obstétricales. Que d'autres ne vont pas mettre peut-être ce mot viol. Donc peut-être qu'elles vont reconnaître quelque chose qui ressemble, entre guillemets, dans les faits. Mais bon, par exemple, moi, ça n'a pas été mon cas. Je pense qu'il y a des femmes qui n'ont pas vécu... Enfin, voilà. Et c'est vrai que... du coup, c'est vrai que des médecins, je ne savais pas, qui disaient qu'il y avait une femme sur 5, du coup, qui faisait le lien entre celles qui avaient vécu des viols. C'est vrai que je me dis qu'il vaudrait mieux, partir du principe que des viols arrivent à certaines femmes et du coup les considérer, les écouter pour, avoir du tact, plutôt que de dire, de toute façon, ça leur arrive, c'est normal. Enfin, c'est sûr que... Ils ne vont pas dire ça leur arrive, c'est normal. Je veux dire qu'ils vont avoir tendance à dire, les violences obstétricales, finalement, ça ne concerne que les femmes qui ont subi des agressions sexuelles, parce qu'elles vivent très mal, les pénétrations sexuelles, l'accouchement, elles vont le vivre comme un viol inversé, etc. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là, qui est trop facile. Non, c'est sûr. Et parfois, qui est faux en plus. Voilà, qui est faux. Parce qu'en plus, une femme qui a été agressée sexuellement peut avoir un accouchement formidable. Donc ça, c'est complètement... c'est là-dessus, il ne faut pas
il faut pas se tomber dans ce lien Du passif voilà, de la femme de dire, voilà. qui a fait que forcément elle a ressenti de la douceur de son accouchement comme de la violence. Enfin, Voilà. Et là où tu as raison, c'est qu'effectivement, elle va poser le mot viol parce qu'elle va avoir le même ressenti. Bah oui, parce que ça ressemble. Elle va reconnaître les réactions de la victime. C'est-à-dire, et en premier lieu, c'est l'état de sidération, hein, finalement. Et ça, je l'explique dans le livre. Là, Muriel Salmona, que j'ai rencontrée, m'a bien expliqué comment ça se passait, ces réactions. Moi, je l'explique moins bien, je l'expliquerai moins bien là. Mais elles vont reconnaître ces mêmes symptômes, ces mêmes manifestations, elles ont le ressenti. Et effectivement, elles vont le poser beaucoup plus rapidement. Elles vont le dire. Voilà. La seule chose, c'est que je pense, ce qui est intéressant, je pense aujourd'hui pour les soignants, c'est de dire attention, une femme sur 5, c'est énorme. Donc, elle peut extrêmement mal vivre certaines choses que nous, on trouve complètement bénignes. Voilà. Ça veut dire que cette femme, si le toucher vaginal est insupportable, il faut vraiment en tenir compte, d'autant plus. Parce que pour cette femme, ça va être particulièrement traumatisant. Voilà, c'est ce que je pense. C'est vrai que les histoires qui sont le plus médiatisées ou qu'on entend de violence obstétricale, on l'associe souvent à une péridurale qui ne fonctionne pas, une douleur proche de la mort, je me dis j'ai failli mourir, mais c'est aussi tous les autres axes réalisés sans consentement, et un toucher vaginal, et une parole déplacée, et refuser que de mettre le bébé sur la peau. Donc il y a vraiment toutes ces nuances-là qui sont aussi importantes. Et au niveau du coup du droit, la question du consentement dans les violences, elle joue un rôle important. Est-ce que comment est-ce qu'on pourrait accompagner ces femmes-là au niveau juridique? Est-ce que vous en avez déjà accompagné suite à la publication du guide? Sur quels outils on peut se baser pour accompagner les femmes? Alors, évidemment, sur le papier, le droit français, il a à peu près, oui, on va dire, en tout cas, on a ce qu'il faut comme outil pour protéger les droits de la femme enceinte qui accouche, puisque le respect de la dignité de la personne, le respect de l'intégrité physique sont martelés dans le Code civil, que le Code de la santé publique évidemment énonce que le principe de la codécision du patient et du professionnel de santé pour toutes les décisions médicales qu'on doit prendre, qui doivent être prises. Après, il y a toujours la question en droit de la différence entre la théorie et la pratique. Donc, effectivement, on a donc tout ce qu'on a vraiment mis en synthèse dans ce guide. Mais après, comment est-ce qu'on fait concrètement? Déjà, la première des choses que je dis souvent, c'est qu'on ne va pas rajouter de la violence à une violence qui a déjà été vécue en refaisant la même chose. C'est-à-dire que pour moi, la première des choses à faire, c'est d'écouter ce que la femme souhaite et veut. C'est-à-dire que très souvent, le simple fait de pouvoir reparler à l'équipe médicale, qu'il y a un échange, une communication, ça suffit, très bien. On n'est pas là pour forcer les gens à aller devant les tribunaux. Et donc, un peu comme, un peu comme un professionnel de santé doit en amont essayer de voir ce qui correspond le mieux à ce patient, à cette patiente. Pareil, quand il s'agit de donner une suite juridique à quelque chose qui a été mal vécu, eh bien, il faut vraiment voir ce qui lui convient à elle et ce qu'elle est prête à assumer elle, parce que c'est loin d'être évident d'aller devant un tribunal, que ce soit un tribunal civil, que ce soit d'aller devant l'ordre des médecins que d'aller devant les juridictions judiciaires. Donc il faut vraiment mesurer ce dont a besoin la femme, et il existe plein de possibilités d'aller justement, de recourir à des voies amiables, des médiations, et au sein des hôpitaux maintenant il y a plein d'instances représentatives des usagers, il y a des médiateurs obligatoires, il y a plein ce serait un peu lourd de tout énoncer ici. Il y a d'abord, j'insiste vraiment pour dire qu'avant de penser au combat judiciaire ou au combat devant l'ordre des médecins, il peut y avoir simplement juste le dialogue, et ça peut juste réparer ce qui a été fait. Voilà, tout dépend vraiment de ce que la femme souhaite. Ensuite, si la loi a été
C'est malheureusement le cas dans... Il n'y a pas de chiffres, mais bon, c'est... Si, il y a d'ailleurs quelques chiffres sur le site du CIAN qui sont très intéressants sur par exemple, sur l'épisiotomie, il me semble que de mémoire, c'est 18%, grosso modo. Il me semble que, si je ne me trompe pas, 18%, que seules sur les femmes qui ont subi une épisiotomie, c'est seulement dans 18% des cas que leur consentement a été recueilli. Donc vous voyez la marge de progression qu'on a, enfin, c'est désespérant et à la fois voilà, il y a un gros chantier devant nous, mais donc il y a vraiment un gros sujet sur le respect de la loi Kouchner, donc qui impose aux professionnels d'informer la patiente et de demander le consentement du patient avant de faire quoi que ce soit. Et évidemment oui, donc on peut aller devant, soit il y a deux voies grosso modo, il y a la voie qui tend à mettre en cause aller devant le Conseil de l'ordre des médecins. Et là, c'est une sanction par ses pairs, c'est une sanction disciplinaire, donc le médecin va recevoir un blâme. Grosso modo, ça va du blâme jusqu'à la radiation, merci. Ça, c'est vraiment une sanction qui ne va pas viser à obtenir réparation. C'est vraiment pour atteindre le médecin dans sa carrière, en gros, dans sa carrière, et c'est une sanction qui est purement disciplinaire. Après, si on estime avoir subi des préjudices, des séquelles physiques, des préjudices moraux, un traumatisme, celui qu'on évoquait, il y a la procédure devant les juridictions civiles ou administratives selon qu'on a accouché dans un établissement public ou privé. Mais voilà, là, ça va être toute une procédure qui va mettre en jeu des experts médicaux. Donc il va falloir, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, il faut vraiment choisir la voie qui convient à la femme. C'est-à-dire qu'une expertise médicale, ça veut dire concrètement pour la femme, si c'est, je ne sais pas moi, une épisiotomie, ça veut dire se faire réexaminer par un médecin. Ça peut être en soi aussi pas possible parce que justement le traumatisme est trop fort. Enfin, je prends des exemples là vraiment théoriques comme ça, mais pour vous donner une idée. Et puis il y a en théorie la voie pénale, et là la voie pénale, c'est mettre en cause la responsabilité personnelle, pénale, individuelle du médecin ou de la sage-femme ou de l'anesthésiste, etc. Et il va falloir qu'on démontre qu'il y a eu une infraction pénale. Et donc là, il faut vraiment correspondre en droit français à la définition vraiment que le législateur a donnée. Et il va falloir, en tout cas à ma connaissance, je ne sais pas si, à ma connaissance, la jurisprudence est quasi inexistante. C'est-à-dire qu'il faut... Et c'est là qu'on pose la question de est-ce qu'il faut réfléchir à une définition, à une définition légale spécifique pour la violence obstétricale. C'est une question qui se pose. Et est-ce que c'est efficace? Est-ce que dans les autres pays ça a démontré? Voilà, c'est tout un tas de questions qui va avec ça. Mais il y a évidemment des moyens légaux et de faire valoir ses droits. Reste la question de concrètement qu'est-ce que la patiente va y gagner, qu'est-ce que la femme va y gagner. C'est tout un... Il faut évaluer le bénéfice et le risque, sachant que tout ce qui est préjudice moral, donc et grosso modo, l'indemnité n'est pas très élevée. Donc est-ce qu'on a envie de mettre toute son énergie, tout cet argent, parce que ça demande des avocats, etc., pour un résultat qui va peut-être pas être à la hauteur des attentes? C'est à chacun de le décider, mais en tout cas, oui, les voies théoriquement, les voies légales existent effectivement. Donc c'est un peu compliqué pour les violences obstétricales, et puis surtout que la loi Kouchner, donc il y a par rapport au consentement, après c'est compliqué à prouver, j'imagine, dans un procès. Et surtout, c'est contre les préjudices corporels. Donc quand on a été torturé, agressé et qu'il n'y a pas de traces, c'est compliqué à prouver là encore. Donc je pense que c'est nécessaire qu'il y ait une loi par rapport à ça. Juste il y a une toute récente décision, ce que je disais la dernière fois, de l'ordre des sages-femmes, excusez-moi, oui, c'était une sage-femme qui avait reconnu ne pas avoir demandé le consentement pour une épisiotomie, c'était. Et elle a été effectivement sanctionnée par
Voilà. Mais c'est vraiment tout récent. Et donc, bon, est-ce que c'est à la faveur du contexte? Est-ce que c'est parce qu'elle a reconnu noir sur blanc? Il faudrait voir le dossier. Mais en tout cas, bon, il faut aussi... C'est vrai que je sais que dans le débat sur les violences obstétricales, il y a en gros... certains mouvements sont pro, il faut absolument aller devant les tribunaux systématiquement, etc. etc. Moi, je trouve... Bon, d'autres qui trouvent que c'est irresponsable d'inciter à outrance les gens à aller devant les tribunaux, parce que pour toutes les raisons que j'ai dit précédemment. Mais il est certain que plus il y aura de saisines, plus petit à petit les juges ou si c'est le conseil de l'ordre des médecins par exemple seront un peu contraints et forcés de statuer et voilà. En tout cas voilà, il y a une première décision, ce qui est plutôt positif. C'est vrai que le fait aussi qu'il n'y ait pas de plaintes, enfin pas beaucoup de plaintes, ça fait penser que ça n'existe pas les violences obstétricales. C'est comme Monsieur Nizan, professeur Nizan, qui disait que il n'y a pas de plainte. Donc, c'est vraiment une idée que plus il y aura de plaintes et plus les personnes en parleront, plus ce sera légitime en fait. Donc, mais c'est sûr que c'est compliqué de trouver l'entrée dans la loi. Donc c'est un peu compliqué. Monsieur Nizan, il incite les femmes à porter plainte, mais c'est pas trop comment. Donc ouais, on cherche. Et alors que oui, il existe des groupes, le groupe Facebook Stop à l'impunité des violences obstétricales a plus de 3000 personnes avec des femmes qui racontent, tous les jours il y a des témoignages de violences, qu'on voit que parfois c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, et puis d'autres qui sont plus récentes. Donc il y a aussi ça, il y a aussi des groupes, et on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, des groupes virtuels ou des rencontres comme celle de ce soir, ou d'autres événements qui permettent d'en parler et qui sont pour certaines personnes juste de pouvoir rencontrer d'autres personnes ou de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, peuvent être une forme de réparation aussi. Il y a plusieurs nuances. Et voilà, merci à vous d'être là, d'avoir été là.